Le cercle RH, notre débat quotidien. On parle d'un sujet sérieux, grave, le burn-out, ces situations de, dit-on, de surcharge de travail qui produisent finalement des effets dévastateurs sur le corps, un épuisement total et un arrêt de travail. On va en parler dans le détail avec mes invités. Est-ce que c'est un mal plus profond que la surcharge de travail? On va essayer d'en savoir plus. Quelles sont les causes réelles et puis aussi la manière d'y remédier, peut-être même de le prévenir. Est-ce que c'est possible? Je n'en sais rien. On en parle avec mes invités. 3 expertes du sujet. Noémie Lemaine, merci d'être avec nous. Psychologue du travail, coach, UpChange conseil et coaching. On fera le point avec vous parce que c'est un sujet que vous expertisez depuis un certain nombre d'années. Et puis ce livre, d'ailleurs, qui fait écho et qui peut résonner autour des questions de burn-out. Libérez-vous des réflexes sexistes au travail. Un guide pratique pour s'en débarrasser. Inter-édition. Brigitte Vaudolon, merci d'être avec nous. Directrice générale de Pulso France, mais administratrice de la FRIPS, alors de la FIRSP. De la FIRPS, la Fédération des intervenants des risques psychosociaux. Je préfère dire directement l'acronyme, c'est plus simple. Et puis dans les travaux récents, parce que vous avez aussi écrit un certain nombre de livres, prévenir justement pour la FIRPS, prévenir le burn-out. Voilà, guide de bonnes pratiques, voilà, qui est sorti justement aux éditions de la FIRPS. Merci d'être là. Vous êtes psychologue clinicienne toutes les deux. D'ailleurs, c'est intéressant aussi d'avoir un regard autour de ce qui se passe dans nos têtes sur ces sujets. Et puis notre troisième invité, Marina Bourgeois, merci d'être là, fondatrice et dirigeante du cabinet Oser rêver sa carrière. Alors, on en parle beaucoup sur ce plateau, c'est l'idée de renverser la table, de partir sur autre chose, de changer de chemin ou de faire un pas de côté et vous accompagner des personnes, vous ne les appelez pas en burn-out, vous? En épuisement professionnel. Voilà, vous dites épuisement professionnel. On dit épuisement professionnel. Non, un chat. je ne veux pas vous poser la question pour être le grincheux anti-mot anglais, mais vous préférez épuisement professionnel que burn-out? Oui. Pourquoi? Oui. Moi, je trouve que ça a été très glamourisé, ce terme, dans la presse généraliste comme spécifique. Et quelqu'un qui souffre et qui est en épuisement, c'est pas glamour du tout. Et c'est une vraie souffrance qui peut d'ailleurs des fois mener à des gestes très compliqués. Donc, je n'aime pas cette déformation anglaise. Appelons un chat, une fois encore. Mesdames, la définition, je vous la soumets, c'est celle de l'OMS. Je ne sais pas si vous la partagez, parce qu'il y a un vrai débat même sur la définition, puisque j'ai fait exprès de poser cette question, parce qu'on voit même sur les chiffres, qu'on n'a pas les mêmes chiffres, que c'est compliqué. Pour l'OMS, le burn-out se traduit par un épuisement professionnel et plus précisément un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail. Chiffre un peu ancien de 2015, 480 000 le nombre de personnes concernées par la souffrance psychique. Là, on parlait de souffrance psychique. Et puis, chiffre empreinte humaine, pour commencer à avoir un diagnostic. 34% des salariés ont eu un burn-out, dont 13% en burn-out sévère, soit 2,5 millions de personnes. Est-ce que vous validez ces chiffres? C'est gigantesque. C'est énorme, oui, c'est énorme. Alors pour les valider, ça c'est empreinte humaine. Ouais, c'est qu'il faudra avoir des mesures extrêmement précises, mais que ça augmente, oui, que ça augmente de par la crise sanitaire, bien évidemment, puisque le burn-out, moi j'ai une définition dans la tête de 2018 de l'OMS qui dit que c'est le résultat d'un stress chronique dû au travail et d'un stress chronique qui n'a pas été géré. Et ça, c'est la définition de l'OMS 2018. Donc ça cumule. La crise sanitaire est un stress énorme, donc forcément qu'on s'attendait à en avoir et que forcément que ça augmente. Il y a une logique, une mécanique de logique. Même logique, on voit une progression de ces Alors, ces il y a cas une de burn-out. progression sans aucun doute. La FIRPS représente 22 cabinets en prévention des risques psychosociaux. On constate tous avec des études une en fait. Prévention. Alors, les études, elles sont comme celles que vous citez d'un cabinet ou d'un autre, et on ne sait pas ce qu'on mesure. On mesure jamais les mêmes choses. En fait, le burn-out, c'est pour ça qu'il n'y a pas de consensus au niveau européen, il n'y a pas de consensus au niveau international, parce que on ne prend pas les mêmes critères. On n'a pas les voilà, donc on parle d'un phénomène qui existe bien, qui s'aggrave. Là, on est tous d'accord pour ça, mais pour le chiffrer, vous pouvez dire 34, vous pouvez dire 28, vous pouvez dire 40. Ça dépend de ce que vous prenez comme référence, en fait. Et c'est jamais les mêmes. Juste un mot, l'État, excusez-moi, qu'est-ce que dit la loi? Parce que c'est une question qui me taraude. On a une rubrique Smart et Réglo avec des avocats. Est-ce que le législateur a statué, a fait voter des lois pour définir un peu ce cadre? Ou est-ce que c'était assez flou? Visiblement, ça l'est. Pour le moment, en tous les cas, il n'y a aucun texte de loi, hormis un article qui prévoit la potentielle reconnaissance du burn-out. Potentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'OMS reconnaît l'existence du burn-out et d'ailleurs l'a relié il n'y a pas très longtemps
à la notion de travail, alors qu'avant la notion était floue. Aujourd'hui, en France, ça n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle, d'où aussi la difficulté d'avoir des chiffres solides. Exact. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes épuisé, faire reconnaître votre burn-out, c'est un parcours du combattant. Et beaucoup, du coup, face à ce parcours qui arrive, n'iront pas, parce qu'ils ne sont pas en état. Mais il y a donc problème de reconnaissance, évidemment, de l'institution, pour définir vraiment un cadre. Et puis un problème d'indemnisation, de prise en charge de cette maladie. Parce que parlons un peu argent. Enfin, je veux dire, le parcours du combattant, ça commence chez le médecin qui lui dit mais vous êtes dépressif. Bah non, pas tout à fait. C'est pas tout à fait ça. Et ainsi de suite. C'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet, d'autant plus que c'est pas une maladie, c'est pas reconnu comme une maladie. C'est un syndrome, puisque c'est un ensemble de symptômes un peu flous. Donc on ne sait pas très bien, comme vous disiez tout à l'heure, Brigitte, on ne sait pas très bien le mesurer. Donc oui. Mais on parle dans le vide. Enfin, non, on ne parle pas dans le vide parce qu'il y a des vrais symptômes de vraies souffrances. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens, il y en a, ils ne fonctionnent plus. C'est une panne. Ça s'arrête. Ils ne peuvent plus se lever. On- Parce qu'à force de se brûler toute son énergie, il n'y a plus du tout d'énergie. C'est un épuisement émotionnel, c'est un épuisement cognitif et c'est un épuisement physique. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Des gens qui s'allongent et qui ne peuvent plus rien Et qui faire. ne peuvent plus se lever le matin. Ça, c'est le burn-out sévère, ça. C'est sévère, ça. Et avant d'arriver au burn-out sévère, moi j'aime bien Des l'image symptômes. de la pile qui se décharge en fait, C'est parce ça. que on a de l'énergie, on est engagé. Il ne faut pas oublier que le burn-out, ça touche des gens engagés dans leur travail. Hein. C'est pas neutre quand même. Et la pile, qui y croient, Voilà. qui font champions. des efforts, qui ont envie de réussir, De faire bien. qui ont envie de faire bien et qui épuisent leur énergie petit à petit. Donc, avant d'arriver au cas sévère de burn-out dont parle Noémie, il y a tout un processus et j'aime bien aussi resituer le burn-out comme un processus parce que ça permet aux gens, individuellement et collectivement en entreprise, ça permet de se donner des repères et D'où de le prévenir. De prévenir, Oui, mais oui. J'allais y venir. Parce que faire un burn-out sévère, on en prend pour des mois et des mois. Pour ne pas dire des années. Hein. On a eu un Mais invité Mais oui, qui a eu la carrière brisée et qui a mis Exactement. des années à se relever. Avec Donc, les dommages collatéraux aussi, qu'on peut Familiaux, avoir, hein. familiaux. Quand on est chef d'entreprise, par exemple, parce qu'on parle beaucoup des actifs salariés, mais quand on est dirigeant, patron ou un freelance, un indépendant qui fait un burn-out, les conséquences sont terribles. Parce que là, c'est une cascade en chaîne de... Il a moins de remparts de sécurité. Un salarié, terrible. effectivement, la Sécu. Exactement. Parfois, l'entreprise peut avoir... D'ailleurs, dans les typologies des salariés, vous nous avez fait le portrait robot de celle ou de celui, il y a plus de femmes que d'hommes. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a plus de femmes touchées par les burn-out ? Oui, il y a plus de femmes, c'est clair, il y a plus de femmes parce que c'est un épuisement dû à une surcharge et les Et femmes... la charge mentale. Voilà. Et les femmes, encore traditionnellement, cumulent un certain nombre de choses, dont la vie professionnelle et la vie familiale qui leur pèse encore pour beaucoup sur les épaules. Et ça a été accentué avec la crise sanitaire parce que pour beaucoup, on s'est rendu compte que qui s'occupait encore beaucoup des enfants, de l'école, de la nourriture, devoirs, tout en faisant son job et tard le soir, c'était encore les femmes. Mais je pose une question naïve parce qu'on n'a peut-être pas tous les quatre assez de recul, mais dans les années 50, il n'y avait pas de burn-out ? Alors, on n'avait pas travaillait moins. On n'avait pas mis de nom. on a commencé à en parler dans les Vous avez années pas le droit. 70 du 70. burn-out. Pour Dans les années aidants. 70. Pour les Ouais. aidants, les soignants. C'est un psychiatre américain, Freudenberger, qui a commencé à en parler dans les années 70 et c'était pour des aidants. C'est des gens qui étaient au contact de toxicomanes et qui arrivaient super motivés pour sauver le monde, pour tirer les gens de là, etc. Et qui, en fait, au bout de quelques temps, s'épuisaient et disparaissait en fait. Et c'est lui qui a appelé ça burn-out. Voilà. C'est lui Oui. qui a appelé ça burn-out en Cramé. raison, Ouais. effectivement, comme Brigitte disait, de l'absence d'énergie. Ouais. C'est-à-dire Le qu'il n'y feu avait est plus de parti, carburant. quoi. Voilà. C'est-à-dire toute l'énergie était brûlée, il n'y a plus de carburant. Mais juste pour... parce qu'il y a des entrepreneurs qui nous regardent, des RH, qui se sentent concernés par cette question du burn-out. On doit l'imputer à l'entreprise, cette situation. Est-ce que c'est pas plus compliqué que cela ? Je ne sais pas de minimiser la place et le rôle de l'entreprise, mais est-ce qu'il n'y a pas des éléments, et là, il y a des psychologues, qui sont des éléments inhérents à la vie privée, parfois une rupture, parfois des enfants difficiles, et on transporte cette fois-ci dans l'entreprise et qui génèrent le burn-out. Enfin, est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Ah, ça serait une erreur, à mon sens, que de parler des événements privés Ouais. qui favorisent le burn-out. Parce que dans le burn-out, je pense qu'il faut être très clair qu'il y a une composante professionnelle. Donc forcément, C'est bien de s'il y a l'entendre. une composante professionnelle, il y a une part de responsabilité de l'entreprise et il y a une part de responsabilité de l'individu, de là où il situe le travail dans sa vie. C'est ça, on est bien d'accord. Voilà. C'est la distance qu'il va mettre ou pas avec Ouais. son travail. Vous êtes d'accord ? L'entreprise
l'entreprise, Absolument. elle a une responsabilité. Elle a une responsabilité qui est en tous les cas de mettre des conditions optimum pour ne pas que ça arrive, déjà d'un côté, en amont, et quand ça arrive en aval, de préparer la reprise des salariés qui ont été arrêtés. En moyenne, vous le disiez, c'est très très long, ça peut être entre 3 et 18 mois la moyenne. Donc 18 mois, vous imaginez, c'est énorme. Arrêter, plus accompagnement psychologique, plus... Et tous les frais, en effet, tout que ce ça qui peut induit le engendrer. burn-out. Et l'entreprise, les services RH et les managers doivent, à mon sens, en tous les cas, être formés aussi à ce syndrome et ses conséquences, et à la difficulté de la reprise psychologique et physique, physiologique pour un salarié quand il reprend, parce qu'en règle générale, il a extrêmement peur. Et Quelle angoisse, évidemment. C'est une angoisse terrible. Totale. Ouais. Il a peur et puis il peut avoir tendance à reglisser sur sa pente savonneuse. Exactement. Parce que Elle va continuer, bien sûr. si ça n'a pas été bien travaillé, c'est une tendance chez certaines personnalités de excusez-moi, se c'est surinvestir. un trait de caractère. Il y a quelque chose comme ça de... je ne sais pas, vous êtes des psychologues. Est-ce que vous dites qu'il y a un terrain fertile qui est propice à la création des burn-out ou de l'épuisement professionnel? Et puis, est-ce qu'il y a des traits de caractère? Est-ce qu'il y a des typologies? On a vu des femmes très motivées, très... Oui. qu'il y a un trait Moi, je dirais comme que ça c'est une rencontre entre effectivement une personnalité et un contexte. La personnalité, c'est quoi? Très schématiquement, on va en trouver deux sortes. Les surinvestis, les champions, les passionnés par leur job, et puis ceux qui vont avoir toujours le sentiment d'être un peu en échec et qui vont avoir peur de mal faire et qui compensent en travaillant, ne se sentant jamais à la hauteur. Même si objectivement on leur dit que c'est bien, ils n'entendent pas. Pour eux, c'est jamais assez bien. On voit ce type de personnalité aussi qu'on appelle un peu un syndrome, un schéma d'échec. C'est-à-dire qu'ils se sentent objectivement toujours en dessous des performances qu'ils devraient atteindre. Donc il y a ces deux Le champion types-là. est celui qui manque de confiance ou celle qui manque de confiance. Oui, très schématiquement. Très schématiquement. Alors, en sachant qu'il y a des nuances entre les deux, etc. Bien sûr. Et les Et femmes... que les dieux peuvent s'emboîter, d'ailleurs. Et que les deux peuvent s'emboîter, effectivement. Et les femmes peuvent avoir aussi tendance, parce qu'elles peuvent, d'une certaine manière, faire partie de ces catégories-là. C'est-à-dire que le féminin est dévalorisé. Oui. Le féminin classique est dévalorisé au travail. Donc, il y a intérêt à compenser, à faire plus pour montrer qu'on est capable d'en faire autant. Donc, elles vont avoir cette tendance-là, celles qui sont ambitieuses et Donc, qui veulent sur réussir. régime, Donc, pour devenir des championnes, des et super on ne bonnes élèves. s'économise pas. Et pas s'économiser, et sachant qu'elles sont chargées en plus par une vie familiale qu'elles portent. Moi, j'aime bien le terme que vous employez de compensation, parce que c'est vrai qu'on voit quand même toujours un phénomène de suradaptation, c'est-à-dire que la personne va être en sur-régime, en surinvestissement, ensuite en surmenage. Dans les entretiens que vous avez, je vous pose la question parce que vous l'avez en face de vous. Les proches sont souvent des lanceurs d'alerte. Les proches, mais le manager... Encore faut-il entendre ce que disent les proches. Vous pouvez avoir le mari ou l'épouse qui va dire attention, là, tu es plus irritable, fais gaffe, tu vas dans le mur. Ouais, mais en règle générale, il y a un déni, il y a un syndrome de Il y a un déni. Il faut sortir puissance, sortir du déni. Il y a une ivresse de fatigue. Complètement. Dopé par la fatigue. Ouais. Avant de savoir ce qu'on peut faire, parce que vous me dites l'entreprise est responsable, elle doit prendre en charge. Co-responsabilité. C'est une co-responsabilité. Vous avez évoqué l'autre volet qui est le rapport et la distance que l'on met par rapport à son travail. Au-delà de la crise Covid qui a fait qu'on a tous pris conscience de quelque chose, du recul qu'on devait avoir, de l'envie de changer de carrière, la question du burn-out, c'est aussi la distance que l'on doit mettre, la bonne distance que l'on doit avoir avec son travail. Est-ce que lorsqu'on trouve la bonne distance, on dit bon, je me prémunis quand même d'un risque de burn-out? C'est pas si simple, hein. C'est une distance qui ne peut pas être fixe, en fait. Ça bouge. Ce que je constate, moi, dans beaucoup d'entreprises, et de plus en plus, c'est cette espèce d'emballement où on est sur des rythmes toujours soutenus. C'est comme si la pause, le repos n'existait pas. On enchaîne un projet après projet et on ne s'arrête jamais. Alors que l'être humain est fait pour avoir des moments d'activité qui peuvent être intenses, c'est OK. On voit bien les sportifs, les champions, ils peuvent avoir des moments très intenses et après ils se reposent, ils se font masser, ils vont au kiné, ils prennent soin d'eux. Donc, et en entreprise, on n'a pas, il y a pas de massage du cerveau. Il y a cette espèce d'illusion qu'on peut travailler tout le temps. On reçoit des mails 24 heures sur 24, on peut travailler tout le temps et on peut très peu dormir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans les conseils pratiques que vous donnez, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que vous proposez au sein de votre organisation? Alors, la FIRPS, effectivement, dans ce petit livret, a réfléchi autour de 3 pistes de prévention. Il y a la prévention primaire qui fait en sorte de ne pas avoir de contexte favorable au burn-out. Donc là, on va être sur les conditions de travail, la charge de travail, le fait, en fait, que ce qu'on demande aux gens soit à leur portée, qu'ils aient les moyens de le faire. D'accord.
Et donc, excusez-moi, donc la possibilité d'aller voir son RH en disant, parce que vous savez que c'est pas Ou son simple dans manager. l'entreprise ou son manager, parce que quand on est embarqué dans un projet, il y a l'esprit de groupe, il y a l'esprit d'entreprise, il y a l'engagement collectif. Et parfois, on se sent un peu embarrassé d'aller voir son manager et de dire, écoutez, parce que ça veut dire qu'on est faible, ça veut dire qu'on est... Vous voyez, ça renvoie à ça. Enfin, je me tourne vers la psychologue là. Oui, et c'est pour ça que Marina disait tout à l'heure, également former les managers, former les salariés eux-mêmes à détecter des signaux, en fait. Qu'est-ce qui me montre que je suis dans le processus du burn-out ? C'est intéressant, parce que ça fait que... Reconnaître les signaux faibles. Si en fait, l'entourage ne suffit pas, il y a le manager, il y a les collègues. Et dans une entreprise, les collègues peuvent aussi remarquer que quelqu'un fait plus d'erreurs, que quelqu'un est moins attentif, qu'il est devenu irritable, que prise de larmes. Voilà, exactement. Comme le disait Noémie, il y a des symptômes qui sont cognitifs. Il y a donc des choses très concrètes. on a des troubles de mémoire, on oublie des choses, on fait des erreurs de débutant alors qu'on a de On l'expérience. mange plus le midi. Exactement. On commence à se réduire sur On les repas. déserte les lieux de convivialité, C'est ça, la cantine, voilà. la Je machine à m'isole. café, voilà. Un repli. Un repli. Mais ça, le manager, donc ça veut dire quand même dans la formation des entreprises et dans la chaîne de commandement, ça part du RH, mais c'est finalement les managers, c'est ceux qui sont au plus près des collaborateurs qui doivent sentir cela. Les managers, les collègues. Et le manager, alors c'est bien de pointer le rôle du manager, et il en a un, vous avez raison Arnaud. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le manager est lui-même à risque de Bien burn-out. sûr. C'est Donc exactement ne ce le que j'allais dire, surchargeons à condition pas qu'il trop soit pas non plus. pareil. Voilà. Parce Et que le si le RH aussi d'ailleurs. Ouais, parce que si le manager Quel monde de lui-même dingue. en burn-out, finalement, il devient un modèle. Ouais. En fait, C'est ça le danger. Si le PDG C'est que est un un champion. personnage, un champion qui travaille comme un fou, il peut entraîner aussi les gens Mais dans cette dynamique-là. Marina. On a de nouvelles casquettes qui arrivent en entreprise aujourd'hui, parce qu'il y a de grosses entreprises qui mettent en place ce qu'on appelle des bienveilleurs. Oui, le Des chief réguliers. officer. Non, c'est très différent. Le d'accord. chief, le CHO, lui, il va s'occuper, en gros, je résume, mais de la bonne ambiance, de la bonne cohésion, etc. Le bienveilleur, c'est une personne qui va être prise parmi tous les salariés et qui va être une sorte de référence. Sentinelle, quoi. De sentinelle, c'est exactement C'est ça. ça. Et qui a pour rôle de renifler, justement, et de repérer les salariés à risque et de les Un peu aiguiller. psychologue, il sent les choses quand même, il faut aimer ça. Oui, quand en même. règle générale, ce sont des personnes qui sont plutôt très Empathique, quoi. Très Il faut aller empathique. chercher les gens. Faire un peu empathique, Absolument, ouais. oui, bien sûr. Mais Bien sûr. je vous pose ma question parce que ce sujet burn-out, mot que tout le monde ne partage pas d'ailleurs, années 70, on est dans une recrudescence. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est l'effet Covid? Est-ce que c'est une prise de conscience un peu existentielle sur le sens que je donne à ma vie? C'est-à-dire que je ne veux plus me remettre la tête dans le guidon comme je l'ai fait. Il y a de ça. C'est quoi les... Il y a de tout ça, à mon avis. Déjà, n'oublions pas, on est encore dans cette crise-là. C'est-à-dire que les entreprises sont en train d'en sortir. C'est-à-dire que les entreprises ont du mal, elles ont du mal à recruter, elles ont du mal à faire avancer les projets, les managers sont épuisés, ils ont des démissions dans leur... Ils ne trouvent pas des gens pour les remplacer. Donc, on est peut-être sorti de la crise Covid, mais on n'est pas du tout sorti de la crise du travail parce que eux, ils sont restés un peu en état de guerre, même si il faut cesser les métaphores guerrières parce que notamment au travail, on n'a pas le droit d'avoir le même niveau de perte. La guerre, c'est la guerre, mais pas au travail. Mais ils sont encore dans cette dynamique-là où il faut s'arracher pour sauver la boîte. Mais en fait. les burn-out, c'est quoi? C'est les blessés sur le champ de bataille professionnel? C'est un peu ça la métaphore qu'on file là? C'est ça, c'est un petit peu ça. Ce sont les blessés sur... oui, c'est ça. C'est terrible. Ce sont des blessés, ce sont des effondrés, ce sont souvent des oubliés. Et c'est ceux qui sont allés au front souvent, ceux qui sont au front justement. Et ça, c'est important de le dire. Les oubliés, c'est-à-dire que dans votre typologie, et je pose la question aussi avec tous les acteurs de la FIRSP, c'est les retours qu'on a, les entreprises soutiennent ou pas? Ils ont l'impression qu'ils ont été accompagnés, qu'ils ont été entendus ou globalement une fois que c'est ça. Sincèrement, nous très peu dans ce que l'on voit en Le quotidien. problème, c'est que les entreprises beaucoup culpabilisent en fait. Donc on cache la poussière sous le tapis un peu parce qu'il y a un phénomène de culpabilité et de honte. Et c'est ça dont il faut sortir. C'est-à-dire que quand on en a un dans son équipe, il ne faut pas se sentir coupable en tant que manager d'en avoir un parce que la culpabilité, c'est une patate chaude. On se refile et qui empêche de résoudre les problèmes. Dans votre réseau, côté FIRSP, c'est pareil? Vous avez le sentiment que l'entreprise se sent un peu en porte-à-faux? Alors, on a estimé entre collègues de la FIRSP qu'il y a environ la moitié des retours au travail qui ne sont pas concluants en fait quand on a fait un burn-out. Donc, c'est très difficile de revenir d'un burn-out. Et ce qu'on constate aussi très souvent, c'est que l'entreprise a tendance à ramener
le burn-out a des problématiques individuelles. Oui, c'est Et pour ça que je posais ma question tout à l'heure. Vous avez divorcé, vous avez eu des problèmes avec votre conjoint. Enfin, voilà. Et ça c'est peut aussi arriver. ce qu'on fait. C'est aussi ce qu'on fait quand on cherche à déterminer quelles sont les personnalités qui sont susceptibles de faire ça. Est-ce qu'il y a des gens plus fragiles que d'autres? La typologie, vous Oui, voyez. et je trouve que c'est vraiment un risque. C'est pas, alors ça à mon isole un peu sens, plus. Ça c'est va pas pas être chaud. prendre les choses du bon côté, parce qu'en fait, quand dans une entreprise vous avez plusieurs personnes qui montrent des signes de fatigue, d'épuisement, des personnes qui doivent partir en arrêt maladie parce qu'elles ne peuvent plus travailler. Et il y a quelque chose à regarder du côté du collectif et de la façon dont on travaille. Donc de On va l'organisation. remettre ça uniquement sur l'individu qui est faible, qui n'a pas assuré, qui a eu des problèmes. Donc vous serait pas vous n'êtes pas Oui. des militantes, mais vous êtes des personnes très engagées sur ces questions. Moi, je vois quand même que le collectif, l'organisation est embarrassée et que l'autre partie prenante, qui est l'État et le gouvernement, ou les gouvernements, prennent peu de position sur le sujet. Pour l'instant, on est dans Ils une sont aussi situation... embarrassés. Tout le monde est embarrassé. Enfin, on en parle. Cher. C'est ça, c'est un coût énorme pour la collectivité. Ah ben c'est énorme. Aux dernières élections présidentielles, pas celle-ci, mais celle d'avant, 2017. ouais, certains groupes, certains partis s'étaient un peu emparés du sujet, mais c'est resté Oui, c'est lettre vrai. morte. Et depuis, absolument rien n'a changé. Mais je voudrais revenir juste un instant sur ce que vous disiez sur l'entreprise, pour vous montrer à quel point c'est tabou. Parce qu'il y a une omerta dans certaines entreprises publiques, privées, peu importe. Il y a une omerta, oui. Il y a une omerta. Et certaines entreprises, quand elles font des webinaires, par exemple, ou des conférences sur le sujet, ne vont pas appeler un chat, donc dire burn-out ou épuisement, mais vont parler de surmenage. Voilà, donc c'est très policé. On en fait. adoucit un peu On adoucit la puissance du mot. violence parce qu'en effet, quand on parle de burn-out, et c'est pour ça que les gens ne parlent pas, parce qu'il y a toujours l'impression qu'on accuse implicitement l'entreprise, et ça ne pousse pas. Mais évidemment. Ou est-ce qu'on qu'il y a- accuse la personne Mais- en raison de sa personnalité. Absolument. C'est pour ça qu'il faut sortir de la culpabilité. Oui. C'est la faute à personne. C'est une recette à un moment donné qui a mal tourné. Exactement. Et Ça, c'est votre boulot, Noémie Ouais. et Brigitte, c'est quand même de dire à la personne qui, elle, est partie, est embarquée dans les espèces de toboggans, De cercles vicieux. de cercles vicieux qui sent qu'elle glisse, de lui expliquer qu'elle aussi, c'est pas de sa faute. Parce que c'est pas de sa faute. l'entreprise se sent coupable, elle se dit peut-être qu'on a manqué quelque chose, probablement, mais celui qui le vit se dit mais c'est de ma faute. Bien sûr. Là aussi, j'ai pas été à l'auteur, enfin vous devez l'entendre. Ah oui, ça. parce qu'ils sont toujours comme ça de toute façon. C'est Exactement. le problème. Ils sont jamais à la Comment on les hauteur. fait débrancher? Comment on leur permet de... Alors, c'est pas simple, visiblement, de revenir dans l'entreprise, drapés d'autres habits. Il faut les sevrer à un moment donné, quasiment, parce qu'il y a aussi des C'est les gens- drogués du boulot, en fait. c'est Ah ça. oui. Il y a une addiction un peu, et même en télétravail. Il y en a qui sont. Ça a été travail en open bar pour les addicts. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne pour les surveiller, donc on y va à fond. Donc on a des gens qui ont fait des burn-out en étant chez eux. Vous voyez que l'entreprise peut dire, mais attendez, mais je ne peux pas me l'empêcher de travailler. Il envoyait des mails à minuit. Bah, Nous, on lui a dit de ne pas le faire. On a C'est pour bien ça un que je- mail. C'est qu'on pour parlait ça de que je vous ai dit co-responsabilité. les deux. Ouais. Co-responsabilité. Co-responsabilité. Brigitte l'a dit, Marina l'a dit, on est tous en C'est face important de là-dessus. l'entendre. C'est co-responsabilité. Donc de l'éducation De aussi, l'éducation. et des organisations qui doivent quoi? Faire des conférences? Qu'est-ce qu'on doit faire avant de nous quitter? Oui. Quel conseil vous donnez? Informer, sortir Informer. du déni, informer, mettre des mots sur les choses et surtout déculpabiliser. S'il y a un problème, il y a une solution. Donc on est ensemble à chercher les solutions. Quand vous dites déculpabiliser, c'est côté salarié ou personne, mais au Des côté deux entreprise. côtés, il y a des dysfonctionnements si on arrive là. Mais ça veut dire qu'on va travailler ensemble pour rendre le système plus fonctionnel. Brigitte Vaudolon et Marina, pour terminer peut-être, quels sont les conseils que vous donneriez là pour à la fois les personnes qui nous écoutent et les entreprises? Donner aux personnes la possibilité effectivement de faire le point à un moment donné de là où elles en sont par rapport à leur niveau de stress, là où elles en sont par rapport à leur travail. Ça peut être restaurer des entretiens aussi sur le sujet. Enfin, il y a des solutions parfois très simples. Plus Des d'entretiens, donc. Voilà, des autodiagnostics, des entretiens et une culture du bien-être. Enfin, le fait d'oser aborder le sujet du stress. Sans tabou. Le fait d'oser aborder à quoi mène le stress chronique. Parce que finalement, le burn-out, Noémie l'a dit, c'est un stress chronique qui n'a pas été géré. Donc, reprendre tout simplement des choses Ouais. Sans parler des maladies cardiovasculaires, parce que le stress Parce que le résultat du stress, voilà, ça provoque engendre d'autres problèmes de aussi santé. d'autres maladies. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez envie de dire là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que l'Assemblée nationale n'est pas arrivée.
il est possible qu'une commission se penche sur cette question du burn-out et fasse des recommandations, une loi, des choses plus cadrées peut-être. La reconnaissance de la maladie professionnelle, ouais. en tous les cas facilitée. Il ne s'agit pas de l'accorder automatiquement, mais en tous les cas facilitée, parce que là aujourd'hui les conditions sont vraiment drastiques. Et puis c'est la culture aussi de l'exemplarité en entreprise, c'est-à-dire qu'un manager qui va dire à ses troupes, qui va admettre de dire là je suis fatigué, là je peux pas, et ben ça rayonne, ensuite ça redescend sur tout le monde et du coup les salariés vont s'autoriser. C'est très compliqué ce changement de culture, mais moi j'espère qu'il se fera. Parce que c'est aussi comme ça que les choses après se disséminent dans l'entreprise. En tout cas, les chiffres sont alarmants et j'ai quand même le sentiment que le fait qu'on le médiatise donne un effet un peu loupe aussi. Plus on en Bien parle, sûr. plus on a des chiffres. Et c'est vrai pour d'autres Plus on va sujets sur les sortir du questions. déni, plus Absolument. on va avoir des gens qui voilà. vont se déclarer. Je pense aux agressions à l'égard des Oui, femmes et des oui, violences faites aux oui. femmes. On n'a jamais eu autant de cas déclarés parce que la Absolument. parole se libère. Voilà, on peut nommer. Et que Ouais, ce type exactement. d'émission y contribue en tout cas. Merci mesdames, c'était un vrai Merci. plaisir. Merci. Partager ce moment avec vous, Brigitte Vaudolon, DG de Pulso France, et vous étiez avec la casquette d'administratrice de la Fédération des intervenants des risques psychosociaux, avec ce travail sur la prévention des burn-out, du burn-out. Merci à vous, merci à Marina Bourgeois, fondatrice, dirigeante de votre entreprise Oser rêver sa carrière. Ça va, vous êtes en pleine forme. Tout va bien. Vous êtes épanoui, tout va bien. Tout va bien. Burn-out, avec me comprendre et en sortir, mon journal Béquille, Oui. pour aider. Et puis je remercie Noémie Lemaine, psychologue du travail et coach Change Conseil, avec votre livre alors, qui est un peu connexe sur le sexisme au travail, qui est un autre sujet important qui peut d'ailleurs provoquer des burn-out. Merci à vous trois. Merci. On a pris un peu de retard. La fin de notre programme, c'est Fenêtre sur l'emploi. On a composé un premier gouvernement. Est-ce que c'est la même chose quand on compose une équipe dans une entreprise? Est-ce que le Premier ministre fait la même chose dans son recrutement? On en parle tout de suite avec Thierry Bismuth.